donc chargée de la dynamique associative à la Maison associative de la santé et participe donc à ce groupe de travail sur le patient dans l'enseignement. Donc, Alexandre Berkès, pour ceux qui étaient là ce matin aussi, je me suis déjà présenté. Donc, je suis chargé de mission partenariat usagers professionnels au CAPS Bretagne, donc, qui est la structure régionale d'appui pour l'amélioration des pratiques professionnelles en santé. Et on participe, je fais partie du groupe sur le patient enseignant dans les études en santé à Rennes. Donc là, on a une équipe encore, comme ce matin, à peu près de 8-9 personnes qui vont être là. Vous allez voir des fois nous coordonner derrière, vous inquiétez pas. On essaye de s'assurer que le passage des vidéos, des PowerPoint, etc. se passe bien, que les questions surtout se déroulent bien. On va vous présenter d'abord un petit peu les règles du jeu, un petit peu les règles techniques qu'on va devoir utiliser avec cet intermédiaire qui est Zoom, avec nous cet après-midi. Mais donc c'est Emmanuel Lalaurie qui était là ce matin, qui va nous présenter ces règles-là. Et après, on vous présente globalement de manière macro le programme de l'après-midi. Et vous allez voir, pour ceux qui étaient là ce matin, le but, c'est d'illustrer avec des exemples concrets plus détaillés, plus fouillés, avec plus de questions associées, le continuum d'engagement des usagers et des professionnels en partenariat dans l'enseignement, comme on l'a vu ce matin, avec différents niveaux d'intervention. Donc, je laisse d'abord Emmanuel Lalaurie vous présenter un peu les règles techniques et les règles du jeu pour notre interaction. Merci Alexandre. Donc, je suis passé à la technique. J'espère vous satisfaire dans ce rôle. Donc, bon, la plupart d'entre vous étaient là ce matin. Donc, pas trop de surprise, mais il y a quand même des petites nouvelles têtes. Donc, l'idée de la visioconférence, c'est d'essayer qui est enregistré. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, on enregistre et ensuite, on mettra et on vous enverra en fait l'enregistrement. Donc, la première chose, c'est que si vous voulez ne pas être enregistré, vous coupez votre vidéo pour qu'on ne vous voit pas. Par contre, si vous intervenez, il y aura forcément l'enregistrement de votre voix. Donc, le logiciel Zoom, l'idée, c'est que ça puisse être entendable par tous. Là, ce matin, on était 78, là, on est à 64 et ça a plutôt bien fonctionné. Chacun a pu s'entendre, se voir, suivre les présentations. Donc, c'est faisable. Mais pour ça, il y a quelques règles à suivre. La première, c'est qu'on, globalement, coupe systématiquement tous vos micros. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on vienne derrière vous les couper, ou en tout cas, on vous demande de les couper au maximum pour éviter les petits bruits. Ce n'est pas forcément des grands bruits, mais des petits bruits font des grands bruits à plusieurs, donc on coupe. Ensuite, si vous voyez que ça bug un petit peu au niveau du son, il y a des vidéos qui vont passer là pour l'après-midi, n'hésitez pas à couper votre vidéo. Parce que l'idée, c'est que votre vidéo prend du débit Internet et du coup, pour améliorer le débit Internet, on coupe la vidéo et le son vous parviendra plus clairement. Voilà. Donc, devant vous, là, vous avez le logiciel Zoom. Vous pouvez mettre soit en affichage intervenant en haut à droite, soit en affichage mosaïque pour avoir plus de personnes. Si vous mettez en affichage intervenant, vous ne voyez qu'une personne. En affichage mosaïque, vous voyez l'ensemble des personnes. Voilà. Ensuite, en bas à gauche, c'est là où vous pouvez gérer votre son. En cliquant dessus, ça s'allume. En cliquant dessus une deuxième fois, ça s'éteint. Vous pouvez également couper la vidéo en bas à gauche. Vous avez également l'item participant qui peut être intéressant. Lorsque vous cliquez dessus, en fait, il y a un bordereau qui apparaît à droite et qui permet de décrire les différents participants qui sont là. Ça peut être sympa pour savoir voilà, qui sont les personnes présentes. Et puis, vous verrez du coup voilà, si leur vidéo est ouverte ou coupée. Ensuite, l'onglet important, c'est la petite bulle avec une petite flèche dessous. C'est converser comme un SMS. Quand vous passez dessus, ça marque discussion. Donc, quand vous cliquez dessus, du coup, ça ouvre un bordereau également. Où là, en fait, vous allez pouvoir, tout au long de la session, poser des questions par écrit ou poser des questions ou demander la parole. Donc, pour la parole, il y a deux modalités. Soit vous écrivez bordereau dans l'item conversation, soit en retournant sur participant, qui est juste à côté. En fait, vous avez la possibilité de lever la main. Voilà. Voilà. Ensuite, partager l'écran, ça ne vous concerne pas. Et puis, c'est à peu près tout.
Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, écoutez, ça sera très bien. Je redonne la main aux animateurs pour introduire le début de la session. C'est reparti. Emmanuel, est-ce qu'on va juste repartir du continuum un petit peu d'engagement avec le niveau de TOL? Tu peux nous montrer ça? Oui, on enregistre. On a Pascal Jarnot qui veut s'assurer qu'on a bien enregistré la session cet après-midi. Juste pour vous dire, pour ceux, si vous avez des amis, des connaissances, des gens qui veulent suivre ce qui va se passer cet après-midi, juste pour vous dire, donc Manu l'a dit, on enregistre et donc on va le mettre après directement sur Internet pour que vous puissiez partager le lien. Donc, ok. Donc je vais vous l'illustrer de vive voix le temps qu'il arrive et qu'il s'affiche. Ce niveau-là, en gros, c'est juste pour vous dire que cet après-midi, on veut montrer que le patient enseignant ou le partenariat dans l'enseignement, que ce soit pour un usager ou un professionnel qui commence, ce n'est pas forcément les degrés d'engagement qui sont toujours les plus élevés, qu'on présente beaucoup comme des projets un peu stars. On a l'impression qu'on a des patients qui sont peu représentatifs ou des patients avec des super compétences et qu'on se dit ça, ce n'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. L'objectif aussi, c'est de présenter des projets où on voit que à la fois, ça peut passer du mode témoignage à des modes de participation qui sont plus ou moins évolués, plus ou moins grands, qui demandent des compétences différentes et des expériences de vie avec la maladie ou des expériences de soins, du côté des professionnels aussi, différentes. Donc, le but du modèle qu'on va vous présenter ici, c'est de montrer que vous soyez usager ou professionnel, en fonction de vos expériences, en fonction de vos compétences, il y a plusieurs contextes différents d'engagement et de partenariat dans l'enseignement que vous pouvez considérer et dans lesquels vous allez pouvoir vous impliquer. Donc, de ce matin, si vous n'êtes pas retrouvé dans certains des exemples qu'on a donnés ce matin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous le partenariat dans l'enseignement. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs contextes dans lesquels le faire. Et donc, le but, c'est de vous montrer cela. Est-ce que tu l'as, Manu, pas loin? Ça s'en vient. En fait, les premiers niveaux, je m'en rappelle un peu peut-être, les premiers niveaux de ce continuum-là, c'est en train d'être partagé. Voilà. Donc ça, c'est un modèle comme un autre. Il y en a plusieurs, des continuums d'engagement des usagers au sens large et des professionnels dans l'enseignement, dans les soins, l'organisation des soins. Donc celui-ci, c'est le modèle qui a été publié dans l'article fait par Toll en 2010. On l'a repris. Regardez essentiellement la colonne de gauche, celle avec marqué rôle du patient. Le but, c'est de vous en donner quelques-uns. Il y en a d'autres, mais c'est pour montrer cela. Il y a par exemple des cas où on implique des usagers, notamment pour écrire des scénarios d'apprentissage, que des fois on appelle des vignettes cliniques ou des scénarios cliniques. On essaye de partir de l'expérience de vie avec la maladie ou l'expérience des soins d'un usager en particulier pour essayer de rédiger des vignettes, des situations d'enseignement pour les étudiants qui sont plus réalistes, qui correspondent réellement à ce que des gens ont vécu, plutôt que des fois des cas que des professionnels, à partir de ce qu'ils ont vu d'une expérience d'un patient, vont retranscrire. Et parce que même s'ils y ont assisté, ils en ont vu, ils n'ont pas vu l'entièreté, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé entre les différents rendez-vous médicaux, ils n'ont pas vu ce qui s'y passait du point de vue du cheminement psychologique ou de santé de la personne à travers cette trajectoire de soins. Donc l'objectif, c'est par exemple d'aller développer pour les étudiants du matériel pédagogique qui est plus proche de la réalité de ce que vit le patient sur une trajectoire de soins. Donc ça peut être une manière d'intégrer les patients. Et vous voyez, si vous les intégrez de cette manière-là, ça ne vous garantit pas un niveau d'engagement forcément plus ou moins élevé. Vous pourriez très bien être dans un cas où vous avez un professionnel qui fait venir des patients qui ont vécu une expérience de soins X, par exemple des diabétiques ou des personnes qui ont vécu une greffe du rein, et leur dire « racontez-moi votre expérience ». Vous en faites venir 1, 2, 3, 4, plusieurs. Et vous rédigez, vous, en tant que professionnel, à partir de ce que vous avez entendu, une vignette pour les étudiants. Ça serait un niveau d'engagement relativement bas, ou en tout cas limité de l'usager, mais c'est déjà un niveau d'engagement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus que ce qui se fait actuellement dans beaucoup de cas. Mais ça permettrait d'aller chercher une partie des expériences auxquelles vous avez habituellement pas accès en tant que professionnel. Ce que vous avez après, c'est que dans le même cas, on pourrait très bien avoir des usagers qui, avec le professionnel de santé, co-construisent cette vignette-là. C'est-à-dire qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils se disent, bon, c'est quoi les objectifs pédagogiques que vous avez pour ces étudiants? Vous voulez qu'ils arrivent à quoi à la fin de cette session? Puis on se dit, ah ok, je pourrais peut-être mobiliser telle ou telle partie de mon expérience pour qu'on écrive ensemble une vignette, un scénario clinique sur lequel les étudiants vont pouvoir travailler et qu'on va le penser ensemble, voire le co-animer ensemble, voire même le co-évaluer ensemble après pour voir comment les étudiants se sont débrouillés. Donc ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on fait, par exemple, on vous engage à travailler sur un scénario d'apprentissage pour les étudiants que le niveau d'engagement est forcément celui du partenariat ou de la collaboration ou de l'information, comme on a discuté tout à l'heure. Je vous dirai plus rapidement les autres, mais c'est la même logique à chaque fois. C'est un contexte d'engagement, mais vous pouvez être engagé à différents niveaux, et que ce soit du côté de l'usager professionnel. On appelle souvent aussi, par exemple, il y a les patients standardisés, donc il y a une procédure qui est déjà établie. On veut que vous veniez témoigner de telle partie et voir des fois où en fait, ce n'est même pas votre expérience que vous allez faire, mais on considère que votre expérience de patient fait que vous allez jouer un rôle de patient de manière plus intéressante qu'un acteur ou plus intéressante qu'un autre étudiant qui serait passé pour un patient dans la formation. Donc là, c'est souvent ce qu'on va dire, le professionnel
peut établir un scénario standardisé, puis vous demander en tant qu'usager de venir le jouer, de venir le suivre à l'intérieur de ça. Mais des fois, de participer même à l'évaluation de ce que l'étudiant a fait à partir de ce scénario. Il y a aussi les cas où les personnes viennent témoigner de leur expérience. Ça peut être fait dans un cadre extrêmement intéressant des fois, et puis des fois, ça peut être très instrumental aussi. Donc, le but, c'est de voir quels sont les avantages et les inconvénients. Des fois, on peut arriver et dire, bah, tiens, je voudrais un patient qui vienne exactement entre 11h45 et 12h10 me raconter telle partie de telle expérience. Ça a une portée, ça peut amener les étudiants à développer certaines compétences, mais en général, ça a une portée plutôt limitée parce que ce n'est pas pensé directement avec la personne à partir de son expérience de dire, bah, tiens, voici nos objectifs pédagogiques, comment on peut mobiliser ton expérience à partir de ça. Les trois derniers, beaucoup plus rapidement, c'est juste pour vous montrer la diversité des contextes d'engagement. Les patients peuvent être aussi engagés au niveau de l'évaluation des étudiants, que ce soit à la fin d'un programme d'études, lors d'un examen de synthèse. Donc, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les ECOS qui va arriver, c'est des examens, en gros, c'est des examens médicaux physiques qui sont réalisés sur les patients ou des patients standardisés. Et puis, on peut demander à un patient, par exemple, qui sera un patient enseignant, de venir évaluer comment l'étudiant en médecine s'est débrouillé avec le diagnostic, la façon de présenter les informations, avec la façon de poser des questions et d'écouter le patient. On pourrait donc avoir un patient qui observe et qui participe à l'évaluation des étudiants. Et là-dedans, ça serait ce qui nous intéresse aussi cet après-midi, c'est quoi le rôle alors des professionnels de santé qui sont en collaboration avec ces patients pour les accompagner à faire cette évaluation-là. Comment on se prépare, comment eux apprennent à travailler avec, etc. Et les deux derniers, donc un patient qui pourrait être impliqué plus au niveau organisationnel, là, donc directement dans une faculté de médecine, dans une faculté dentaire, dans un institut de formation des sciences infirmières. C'est plus québécois. On peut se retrouver avec des patients qui participent directement dans le curriculum ou dans les programmes d'études des étudiants, donc qui nous aident, qui aident les structures à penser l'ensemble de la formation des étudiants, pas juste une activité de 3 heures à un moment donné, mais qui viennent dire, voici comment on peut penser la formation des podologues de demain ou des médecins de demain, etc. Et celui que vous avez à un niveau encore plus stratégique, mais ça ne veut pas dire que pourtant c'est nécessairement plus important, mais c'est un rôle complémentaire. Ça serait des patients ou des usagers au sens large qui ont une expérience de vie avec la maladie, qui s'impliquent au niveau institutionnel, par exemple sur le conseil d'administration d'une institution de formation des professionnels de santé. Donc, pour toutes les questions plus stratégiques de structuration de l'avenir de ces formations-là. Et de participer à des discussions sur, par exemple, comment on passe à l'approche par compétences, comment on fait sur les enjeux éthiques qu'il y a des fois dans la formation des professionnels, comment on aborde les enjeux éthiques de soins d'un point de vue qui n'est pas uniquement déontologique, parce que c'est souvent des fois le réflexe institutionnel. Donc voilà, là c'est pour vous montrer déjà 7-8 contextes d'engagement des usagers qui sont quand même très distincts, qui peuvent se faire à plusieurs degrés d'engagement des usagers et des professionnels et qui ont donc des résultats plus ou moins intéressants selon notre objectif. Donc l'objectif aussi cet après-midi, c'est de ne pas vous dire que plus on est dans le partenariat, plus forcément tous les résultats sont meilleurs. Des fois, il y a des modes d'intégration des témoignages qui sont très intéressants pédagogiquement et inversement, des fois, on fait du partenariat dans des endroits où ce n'est pas forcément le plus pertinent. Et donc, ce n'est pas là où forcément les savoirs de la vie avec la maladie sont les plus intéressants à mobiliser. Donc cet après-midi, vous avez 3 exemples concrets qui vont vous être présentés. On va animer une série de questions à la fin de chacune de ces présentations. Donc, vous pourrez au fur et à mesure poser vos questions à travers la partie chat comme Manu l'a fait. Puis, vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin des 3 présentations pour poser vos questions sur cette activité. On pourra prendre 10 minutes à la fin de chacune d'entre elles pour le faire. Donc, fini l'introduction un petit peu longue. On embarque directement sur les projets concrets et c'est Sylvie Audan avec Marie Bardin, voilà, qui vont nous partager une intervention et un témoignage et l'intervention dans un enseignement sur les maladies rares. Marie et Sylvie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais laisser Marie se présenter peut-être parce que c'est une présentation à 2 voix. Une condition d'activer le micro. Est-ce que c'est Emmanuel? Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran? Oui, merci. Oui, ça merci. Marie, vous vous présentez brièvement? C'est plutôt prévu après, mais ce n'est pas grave, je peux le faire maintenant. Voilà. Je suis patient partenaire et donc merci au groupe PRM de nous avoir demandé d'intervenir. Et donc, effectivement, je vais parler de partenariat avec le professeur Sylvie Audan. Et donc, je suis intervenue en tant que patient enseignant auprès des étudiants en médecine dans le cas des maladies rares. En fait, de longue date, je m'étais impliquée
dans différentes formations, sensibilisations face à des publics assez variés et pour apporter des préconisations, des témoignages, pour définir aussi parfois des modes de fonctionnement ou les besoins des patients. Et c'est vrai que le thème patient, partenaire et patient enseignant m'a toujours passionnée. Et en fait, je réalise aussi qu'à peine majeure, j'y étais déjà, en quelque sorte. Voilà. Cependant, j'ignorais que ce statut serait un jour formalisé. Voilà. Et donc, il y a un an, j'ai intégré l'équipe PEREM et je m'y suis investie. Et je fais aussi partie de la communauté de patients. Et comme Sylvie avait fait appel au COPIL, car elle avait besoin de témoignages de patients pour son enseignement auprès des étudiants en médecine sur les maladies rares, eh bien, elle va vous présenter son enseignement. Voilà. Merci Marie. Excusez-moi, je pensais juste vous présenter comme ça. Effectivement, du coup, on a un peu inversé, mais c'est pas grave. Donc Sylvie Audan, moi je suis responsable de l'enseignement de génétique à la faculté de médecine à Rennes et responsable du service de génétique médicale au CHU. Donc je vais vous présenter, mais vraiment brièvement, à ce projet d'enseignement sur les maladies rares qu'on a appelé du symptôme fréquent à la maladie rare. En fait, pour inculquer en formation initiale aux étudiants, alors là ça concerne des étudiants de 4e, 5e année de médecine, pour leur inculquer la culture du doute. Suivante. Donc ça s'intègre, suivante s'il vous plaît. J'ai pas la main du coup, merci. Donc tout ça s'intègre en fait dans un contexte national plus général qui est le plan national maladies rares 3, dont le titre général résume bien les objectifs. C'est partager l'innovation, un diagnostic et un traitement pour chacun. Et dans ce plan, il y a 5 ambitions, je ne vais pas détailler, mais il y a l'ambition d'informer et de former. Et ça concerne aussi bien les professionnels que les étudiants, que les patients, le grand public. Suivante. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, ce plan comprend énormément de 11 axes et 55 mesures. On ne va pas non plus s'y attarder trop, mais vous voyez que dans les 11 axes, il est clairement prévu de former donc, les professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge ces maladies rares. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marie, avant que j'enchaîne sur la présentation un tout petit peu plus détaillée? Vous pouvez, oui, sur la présentation. Ok. Donc, les objectifs sont d'initier les étudiants dès la formation initiale et non pas une fois qu'ils sont médecins. C'est vraiment en formation initiale à la connaissance du dispositif d'organisation des soins en France pour la prise en charge des maladies rares, parce que c'est très mal connu. C'est bien quand il y a des beaux dispositifs, mais si personne ne les connaît, ça ne sert pas à grand-chose. D'initier les étudiants donc, dans cette formation initiale à la culture du doute, ça nous paraît très important pour avoir le réflexe d'évoquer la possibilité d'une maladie rare, même devant un symptôme fréquent. Et puis, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, faire participer des patients partenaires pour décrire leur parcours de diagnostic et de soins et de vie, puisque ça nous paraissait être la meilleure façon de sensibiliser ces étudiants. Suivante. Donc, cet enseignement comprend 22 heures d'enseignement avec 7 blocs de cours. Donc, là, vous avez l'ensemble du programme, mais je vais faire un petit focus sur les quelques cours où un patient enseignant intervient. Donc, dès le premier cours, nous sommes intervenus, le docteur Deneville qui s'occupe d'un centre de référence pour la mucoviscidose et moi-même, avec la représentante de l'Alliance Maladies Rares, Madame Ginette Wolf. Et là, je dirais qu'elle était vraiment dans la position d'enseignante parce que c'est elle qui a bien expliqué aux étudiants le rôle des associations de patients atteints de ces maladies rares, comment c'est intégré dans le paysage institutionnel. Suivante. Et donc, vous voyez défiler l'ensemble des cours, mais on peut faire aussi un focus sur le cours 5 où
le docteur Benoît Guillet, qui s'occupe d'un centre de référence hémophilie, est intervenu avec monsieur Jean-Daniel Augiron pour parler d'éducation thérapeutique et de ce diagnostic éducatif partagé. Il y a eu également un cours où là, vraiment, nos 2 patients partenaires étaient en première ligne, hein, puisque là, ils étaient dans le rôle du témoignage, hein, du description de leur parcours de diagnostic et de soins. Donc, avec l'exemple type d'un parcours adulte, c'était Monsieur Ada pour l'association Marfan, et puis donc Marie Gardin qui a raconté le parcours de sa fille. Et puis, donc, on avait prévu… alors, toute cette deuxième partie, en fait, là, je ne vous ai pas dit d'emblée, mais a été complètement perturbée par l'arrivée de la crise Covid, hein, puisqu'on n'a pas pu, malheureusement, faire en présentiel ces cours qu'on avait vraiment beaucoup préparés avec nos patients partenaires. Et au passage, je voudrais vraiment saluer et tirer mon chapeau à Marie et à Jean-Michel qui se sont mis à faire un diaporama sonorisé, de jouer le jeu, hein, comme les autres enseignants pour mettre un enseignement en ligne. Et puis donc le cours 7, on avait prévu des ateliers, des jeux de rôle où on pensait aussi faire intervenir des patients partenaires. Ce n'était pas encore complètement déterminé, mais peut-être effectivement les faire intervenir aussi dans la construction des cas cliniques. Voilà, donc voilà la trame, hein, de cet enseignement plus concrètement, mais je vais repasser la parole à Marie. Voilà. Eh bien, je crois que Sylvie a dit pas mal de choses, mais effectivement, au cours d'une réunion avec tous les partenaires de cet engagement, c'était au début du mois de janvier. Effectivement, on n'imaginait pas la suite, mais il fallait un témoignage pédiatrique et j'étais celui-ci. J'ai proposé de relater le parcours de ma fille et son errance diagnostique dans le cadre d'une maladie rare. Et donc, une réunion avec assistance sociale et les 2 patients partenaires était programmée au mois de mars, malheureusement, voilà. Et l'intervention en présentiel, mais face aux étudiants, ça n'a pas été ça. Donc, la réunion n'a pas eu lieu. Nous avons eu un tutoriel pour effectuer le PowerPoint sonorisé, comme a dit Sylvie, effectivement, c'est pas trop mon truc au départ, mais voilà. Sylvie a géré le suivi de la mise à disposition des supports de cours. Et bon, bien sûr, aurait été plus interactif, mais nous avons dû composer avec la situation sanitaire et les mesures qui nous étaient imposées. Et donc, le témoignage s'est transformé en une dizaine de diapositives commentées dans lesquelles j'ai relaté le point de vue du patient partenaire. Et en fait, celui-ci est très important pour les futurs médecins. Il apporte le vécu et la prise en charge du patient à tous les niveaux. Médical, paramédical, social, médico-social, reconnaissance MDPH, scolarité et je dirais tous les trucs du quotidien. Et c'est vrai que cette approche est beaucoup plus globale et complète. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Sylvie qui va vous parler du retour des étudiants. C'est très important. Oui, alors il se trouve que hier, j'ai fait passer des oraux pour des étudiants qui ont fait cette UE. Donc, j'en ai profité pour faire ma petite enquête de satisfaction. Et alors, c'est un retour qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, d'abord, ils sont unanimes. Hein, ils étaient tous ravis d'avoir cette intervention des patients. Pour tous, c'était la première fois qu'ils avaient dans un enseignement l'intervention d'un patient. C'était nouveau pour eux. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit il faudrait vraiment que ce soit étendu à tous les autres enseignements. Donc, il y a encore du travail. Certains m'ont dit là, vraiment, on apprend autrement, on apprend via leur ressenti. Il y en a un qui m'a dit moi, ça va m'aider presque à me mettre à leur place et à voir autrement mon rôle de médecin. Voilà, donc je ne vais pas tout vous citer, hein, j'en ai interrogé une dizaine, mais vraiment, c'est ce qui les a, en fait, dans l'enseignement, c'est ce qui les a le plus intéressés dans les cours. Voilà, donc c'était vraiment positif, hein, et je remercie encore
ceux d'entre vous qui se sont impliqués dans cet enseignement, parce que je pense que ça nous encourage en tout cas à continuer pour l'année prochaine. Donc, je vais repasser la parole à Marie pour finir et conclure. Oui, globalement, ce partenariat avec VIF a été vraiment très facile et très agréable. Et c'est vrai que c'était une grande première, surtout dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et je pense que, comme vient de le dire Edwin, on est prêt à avancer, surtout quand on voit les retours des étudiants. Voilà. Merci de votre écoute. Et maintenant, il y a des questions. Combien d'étudiants? Combien d'étudiants, oui. Combien d'étudiants? Alors, il y en avait 40. C'est une petite promotion parce qu'en fait, c'est un enseignement optionnel. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils doivent choisir des unités d'enseignement libres. Et donc, ils sont un peu plus de 200 par promo. Hein, donc, il y en avait 40 là sur… Donc, une autre question sur le statut du patient enseignant. Est-ce que vous avez, quel statut vous aviez, quelle rémunération pour l'intervention, et est-ce que vous avez reçu une formation particulière pour intervenir sur cette formation, sur ce cycle de formation? Alors, on a fait un peu artisanal hein, cette année, c'est-à-dire que là, la formation, c'était la préparation en fait en amont. Voilà, il n'y a pas, et puis le tutoriel pour le PowerPoint et les échanges en direct, mais non, il n'y a pas eu de formation formalisée. Pour ce qui est de la rémunération, en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de rémunération, mais c'est vrai que c'est en discussion au niveau de la faculté de médecine. Hein, Emmanuel pourra peut-être venir derrière moi. Et nous, on a un petit peu d'argent aussi. La plateforme d'expertise maladies rares de Bretagne là, vient de démarrer, mais bon, elle a pris beaucoup de retard aussi à cause du Covid. Et effectivement, si ça ne marche pas du côté de la faculté de médecine, je vais voir si de ce côté-là, on peut essayer de rémunérer pour leur intervention les patients. Oui. Voilà. Une question peut-être pour Marie. Est-ce que j'ai entendu qu'il y avait… c'est intéressant d'avoir le vécu, que les professionnels aient le vécu du patient, mais en tant que patiente partenaire et dans l'enseignement, quel ressenti, quel vécu après ce temps de formation, d'enseignement? Ah, Marie. J'ai mis mon son. Ah. Je dirais qu'au niveau formation, c'est plus du savoir expérientiel et effectivement, tout dépend s'il s'agit de témoignages ou d'autres choses. Là, dans le cas présent, effectivement, c'était un témoignage. Donc, il y a eu une adaptation qui a été nécessaire. Ça a été intéressant parce que ça a ouvert à autre chose aussi, dans la mesure où le diaporama n'était pas vraiment prévu au départ. Il a fallu s'organiser et organiser aussi les savoirs que l'on voulait faire passer en quelque sorte. Et autrement, moi, je l'ai fait de façon tout à fait bénévole et volontaire lorsque Sylvie avait proposé un patient adulte et qu'il était nécessaire de trouver un témoignage pédiatrique. Voilà, je me suis proposée de façon tout à fait bénévole. Avec une envie de renouveler l'opération avec Sylvie. On a parlé ce matin de feeling, oui, tout à fait, pourquoi pas. Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est, comme je l'ai dit, ça a été très agréable. Il n'y a aucun problème pour renouveler sans difficulté. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Marie. Une dernière? Alors, je vois qu'il y a une question. Quel message principal avez-vous passé concernant le parcours d'un patient présentant une maladie rare? C'était
destiné à Marie, ça plutôt, ou à moi? Allez-y, on verra le côté patient après. Ah oui, c'était marqué pour Marie, effectivement. J'avais pas. Donc, c'est pour moi. Le message principal, c'est d'être à l'écoute du patient, d'être ouvert aussi à toutes les suggestions. Par rapport aux médecins, de ne pas s'enfermer sur une maladie qui correspondrait à un symptôme, mais de bien ouvrir à la recherche de différents symptômes. Et bien souvent, on se pose aussi la question, faut-il mettre tous les œufs dans le même panier en quelque sorte, parce que parfois on a des symptômes qui peuvent être très divers, et à ce moment-là, il n'y a absolument aucune évidence. On peut démarrer sur une maladie rénale, par exemple, et puis finalement aboutir à une maladie neuromusculaire, et puis dans tout ça, on a un petit peu et on ne sait pas où on va. Et c'est vrai que l'écoute et le fait d'avoir une plaque tournante, c'est important. Le médecin, le rôle aussi du médecin traitant est très important. Dans le cadre de ma fille notamment, il y a eu des petits symptômes tout à fait anodins, et si le médecin n'avait pas été pertinent et n'avait pas fait les recherches et les examens nécessaires, eh bien, ma fille ne serait plus là depuis très longtemps, puisqu'en fait, il y a des problèmes qui auraient pu être attribués à autre chose, et au lieu de rajouter de la vitamine D, il fallait l'enlever, par exemple, et or les symptômes ressemblaient peut-être à un manque, enfin une carence en vitamine D, par exemple. Donc, pour dire de lutter au moindre symptôme, et de bien laisser les portes ouvertes, et de savoir passer la main aussi. Lorsque quelque chose, suite aux examens, quelque chose se profile, il faut vraiment que le spécialiste prenne la main à ce moment-là. Mais le médecin traitant est la plaque tournante, et puis a tout son rôle à jouer dans la situation. Côté médecin, en fait, le message principal, il était dans le titre un peu de l'UE, hein, c'est-à-dire faire passer le message qu'on ne peut pas tout savoir, et on ne leur demande pas de tout savoir, mais d'avoir cette culture du doute, c'est-à-dire quand on ne sait pas, bah, se poser des questions, effectivement, savoir passer la main, et puis surtout savoir où chercher l'information. C'était ça aussi le but de STUE, c'est qu'ils s'y retrouvent un peu dans le paysage médico-social, les différents dispositifs. Voilà, savoir taper aussi à la bonne porte. Oui. Une autre question, est-ce que les étudiants vous ont fait part de leurs difficultés à montrer leur incertitude face au diagnostic? Ils ne l'ont pas formulé vraiment. Alors malheureusement, bah, comme on l'a dit, on a été vraiment freinés alors qu'on commençait nos cours, notamment avec les patients, on a dû tout arrêter. Hein, donc il y a eu surtout en présentiel le cours avec Ginette Wolf. Et Ginette était un peu frustrée parce qu'elle trouvait qu'il ne posait pas beaucoup de questions. Mais finalement, je me suis aperçue hier qu'ils avaient vraiment très bien percuté, que ça leur avait beaucoup plu. Enfin, ils sont demandeurs de l'étendre, en fait, ce projet pilote-là. On va laisser la parole à Laurie et Pascal Jarnot aussi. On n'entend pas. Ah, vous ne nous entendez pas? Si. Oh, vas-y, rapproche-toi, oui. Ok. C'était juste pour dire, pour faire un complément par rapport à la question, est-ce qu'il y a d'autres enseignants des différents départements qui sont intéressés par les démarches de partenariat usagers Un plus à professionnels? droite. Oui. Ah, Quand tu ok. prends la droite, on t'entend, sinon… Ah, c'est parfait. Ah, Donc, de toute façon, Emmanuel Allori et Pascal Jarnot vont vous donner des exemples d'autres professionnels ou d'autres départements qui sont intéressés aux démarches de partenariat usagers professionnels. À la faculté de médecine de Rennes, hein, on ne parle pas là dans la France, il y a des dizaines et des dizaines d'expérimentations de ces dynamiques de partenariat dans d'autres départements. Mais là, on vous parle vraiment de la réalité rennaise. Alors, moi, j'avais présenté ça un exemple rapidement pour Oui. les étudiants en médecine qu'on appelle externes, qui sont en 4e et 5e année. Il y a une autre unité d'enseignement optionnelle également, où en fait les étudiants ont la possibilité d'aller explorer le rôle du médecin généraliste dans la coordination du parcours de santé
des personnes, des patients. Et donc, en fait, la modalité, c'est que ça se réalise de façon par entretien, selon une méthode, une approche qualitative. Et vraiment, toute l'unité d'enseignement est centrée sur le retour patient, l'expérience patient, sur la coordination de leur parcours de santé. Voilà. Pascal, je te laisse poursuivre. Maintenant, toujours sur cette question, des journées comme aujourd'hui ou comme celle de l'année dernière, et tout notre travail en fait depuis 2 ans, c'est vraiment pour multiplier les expériences, hein, parce que ce que j'entends derrière la question, enfin, il y avait déjà un commentaire tout à l'heure, c'est quel que soit le champ, en fait, ça a du sens. Je pense que c'est peut-être plus prégnant la culture du doute, vu ta spécialité, Sylvie, mais je pense que pour tout futur médecin, voilà, développer la culture du doute, c'est important. Et le fait de pouvoir échanger avec des usagers qui vont leur dire oui, oui, on est capable d'entendre un doute, en fait, je pense que c'est une formation qui est très importante. Donc, nous, on cherche à faire ça. Donc, au-delà des options, des enseignements optionnels là, dont on vient de parler, on essaie de le faire aussi très tôt, en fait, avec les étudiants en 3e année de médecine. Il y a un enseignement obligatoire de sciences humaines et sociales. Donc là, on est en train de réfléchir, de travailler pour effectivement intégrer des patients, que ce soit dans les cours magistraux ou dans les travaux dirigés. Donc voilà, l'idée, c'est petit à petit d'essayer d'essaimer ces pratiques qu'on vous présente cet après-midi. Et ici, j'allais oublier, on va bientôt diffuser auprès des enseignants de la faculté et des études en santé de Rennes, en fait, une enquête pour identifier toutes les pratiques de partenariat qu'il peut y avoir dans les enseignements. Voilà. Quand tu avais présenté ça au conseil de fac, Pascal, ici. Quand tu avais présenté ça au conseil de fac, Pascal, ça avait été quand même très bien reçu. Et moi, quand j'avais présenté cette UE là plus précisément aussi, donc je pense que ça commence à faire son chemin. On a le soutien du doyen. Voilà, bon, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Hein, ça peut pas se faire d'un seul coup. Merci beaucoup à toutes les deux. On va clore cette période-là pour passer au groupe d'échange de pratiques, une autre expérimentation. On a vu qu'il y a des questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre, propres à celle-ci. Si on devrait avoir un peu de temps, peut-être à la fin, on en reprendra quelques-unes parce qu'elles vont certainement s'entrecouper, notamment quand on fait le lien avec ce qu'il en existe également dans la santé mentale, quand on parle de la rémunération, etc. Juste pour vous dire, le groupe justement d'usagers et de professionnels qui sont engagés dans la démarche de partenariat d'enseignement à Rennes pour l'instant, on est en train de faire une démarche de demande de financement auprès de l'ARS à partir de la juste pour s'assurer justement de pouvoir fournir une rémunération, déjà le dédommagement par défaut, et ceux qui souhaitent avoir une rémunération, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, mais ceux qui souhaitent, ceux qui peuvent aussi, ceux qui n'ont pas déjà d'autres pensions, d'autres sources de revenus qui ne sont pas compatibles avec, mais que les personnes qui souhaitent avoir accès à cette rémunération puissent l'avoir. Donc, le but, c'est de montrer justement ce qui a déjà été fait dans d'autres régions avec d'autres ARS qui ont participé, ou même des conseils régionaux, qui ont participé au financement de ces initiatives-là pour les patients enseignants. Donc, c'est pour vous dire que ça se structure, ça existe déjà dans d'autres endroits en France et le but, c'est d'aller voir en Bretagne des institutions similaires pour voir s'ils seraient prêts à financer des projets équivalents. Donc, maintenant, je laisse directement la parole. Il y a la vidéo, oui. La vidéo en fait, on va introduire les groupes d'échange de pratiques par une des vidéos qui va être lancée par Manu dans quelques secondes. Ça se peut que ça ne marche pas tout de suite. On l'a essayé tout à l'heure. Normalement, ça devrait aller, on vous le dit. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez déjà bien l'image de la vidéo? Première étape, c'est correct. On va maintenant essayer le son, deuxième étape plus complexe. Si ça rame un peu de votre côté, que ça saccade, comme on vous l'a dit au début, éteignez votre vidéo. Vous verrez certainement plus facilement la vidéo. Il y aura moins de décalage entre l'image et l'audio. Donc, bon visionnement. Donc, vous n'entendez pas? Non, on n'a pas le son. Ouais, c'est ça. On va réessayer. Est-ce que ton micro est ouvert? On avait répété, mais Manu, il a séché. Il est parti en pause. Hop, on reprend.
Mais l'image marche déjà. Donc, ça va marcher. Dans le cursus des études médicales, à partir de la 7e année de médecine, les étudiants deviennent des internes et nous encadrons des étudiants en médecine générale. Ça s'appelle le stage chez le praticien. Et ces stages se font soit hors du CHU, dans un cabinet de médecin généraliste. Et lors de ce stage chez le praticien, nous intégrons aussi le groupe d'échange de pratique. Et Je vais les chercher. à faire dans le premier semestre de l'internat. Les pauses pour qu'on demande déjà si ça a été. Non, ça ne va pas, on n'entend rien. Vous n'entendez pas, hein? Non. On va essayer une deuxième option. On va aller chercher à côté. Je pense qu'on a des enceintes. Cathy a des enceintes. On va aller chercher une collègue juste à côté qui a des enceintes qui vont pouvoir amplifier le son. En fait, pour vous dire, vous ne pouvez pas capter directement le canal audio de la vidéo, donc il faut passer par le micro d'Emmanuel. Il met la vidéo forte. Et normalement, le son rentre dans son micro comme s'il parlait. Donc, notre collègue écoutant, elle a déjà mis en fait, les enceintes. Donc, dans à peu près moins de 30 secondes, on devrait on fait le s'organiser. Désolé pour la technique, c'est encore compliqué ce genre d'affaires. Vous allez voir un peu j'en profite le temps qu'ils organisent ça. Tout ce qui est groupe d'échange de pratiques, c'est souvent un des contextes d'engagement des patients qui est le plus, je ne vais pas dire le plus simple, mais le plus des fois, comment dire, le plus spontané pour beaucoup de professionnels de la santé, parce qu'actuellement se développent beaucoup des démarches réflexives où on revient sur l'expérience et on essaye d'apprendre de ça. Et c'est souvent des nouvelles initiatives pédagogiques. Et de cette là, c'est plus facile de faire différemment dans de nouvelles activités concrètes au niveau de la faculté. Plus difficile des fois de rentrer dans le curriculum qui existe déjà, dans les activités qui existent depuis des années, puis de les changer fondamentalement. Donc, c'était simplement pour vous dire que dans plusieurs autres facultés de médecine ou d'autres professionnels de santé dans le monde, c'est souvent via des groupes d'échange de pratiques ou des ateliers d'éthique clinique, on revient de manière effective sur la pratique, que sont engagés des patients. C'est souvent assez naturel. Ça, c'est chiant. Je pense que c'est les micros qui sont trop vieux. Là, comment on dit ça sans le Mac. Là, encore pas, Emmanuel. Ah, excusez-moi. Nouvel essai. Dans le cursus des études médicales, à partir de la 7e année de médecine, les étudiants deviennent des internes et nous encadrons des étudiants en médecine générale. Ça s'appelle le stage chez le praticien. Et ces stages se font pour 6 mois hors du CHU, dans un cabinet de médecins généralistes. Et lors de ce stage chez le praticien, nous intégrons aussi le groupe d'échange de pratiques qui est idéalement à faire dans le premier semestre de l'internat, mais qui peut être fait en première, deuxième ou troisième année d'internat, selon les facultés. Pendant le semestre de stage chez le praticien, chaque mois, un groupe de 10 étudiants va se réunir pour échanger autour d'une thématique annoncée, qui va du soin de premier recours au parcours de soins, à la prévention, à l'approche globale centrée sur le patient, le professionnalisme. Ces groupes sont co-animés par un médecin généraliste et un patient enseignant. Donc, chaque étudiant arrive avec un cas clinique pratique qui va nous permettre de réfléchir et de prendre de la hauteur sur la situation clinique qui a pu poser problème, la relation médecin-patient, la communication. Et chacun d'entre nous va réfléchir à ce qu'on peut apporter de plus par rapport à la problématique exprimée. Notre objectif aussi, en tant que patient enseignant, c'est de reconnecter les élèves futurs médecins à la vraie vie du patient, à ses projets de vie et à sa vraie vie du quotidien et pas que à sa maladie.
Donc le constat, en fait, c'est aussi de se dire que nous, malades chroniques, nous passons quelques heures par an avec notre médecin généraliste, alors qu'on passe des milliers d'heures avec nos aidants et avec notre maladie. Donc en fait, on a un certain savoir expérientiel à partager et qui peut venir compléter le savoir du médecin. Donc, le plus du patient d'intervenir en co-animation, ça va être son approche humaniste, de faire aussi un certain décalage, un pas de côté par rapport au regard des praticiens et une prise de hauteur, revenir toujours sur le patient en lui-même et non pas sa maladie. Donc, cette année, nous sommes 3 patients à avoir intégré un groupe d'échange de pratiques avec des médecins enseignants. Donc, il y a Gilles qui sera tout à l'heure à la table ronde et Maude qui animera également cette table ronde. Donc, on voit que ça s'est bien passé pour la majorité d'entre vous. Le son était largement meilleur. C'est Maude, directement, Maude Le Ridon. Si tu peux te présenter aussi au passage. Oui, merci. Donc, Maude Le Ridon, je suis chargée de mission à France Asso Santé Bretagne et j'ai effectivement testé les GEP en tant que co-animatrice, donc avec un médecin enseignant, plutôt en position d'aidante puisque j'ai moi-même mon époux qui a une maladie chronique. Et donc là, j'anime la table ronde, la mini table ronde que l'on va vous faire dans les minutes à venir. Donc, sur cette table ronde, il y a Marilyn qui est médecin généraliste et qui a du coup co-animé aussi un groupe d'échange de pratiques. Il y a Sabi qui est étudiant et qui a bénéficié d'un groupe d'échange de pratiques co-animé par un patient enseignant et un médecin enseignant. Et on a Gilles qui est donc le 3e patient enseignant qui a participé à cette expérimentation. Déjà, Marilyn, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es engagée dans ce dispositif ? J'animais déjà des groupes d'échange de pratiques avec les étudiants et je trouve qu'il est très important qu'on centre nos prises en charge sur le patient dans sa globalité. Ça me paraît important d'intégrer les représentations du patient afin que le patient devienne le meilleur acteur pour sa santé, qu'il améliore son observance et puis je pense que si on est plus à l'écoute de nos patients nous donneront plus de confiance, y compris les patients qui se sont éloignés des soins. Donc, je pense que c'est très important qu'on se recentre sur leur représentation. Et le patient partenaire, il aide à recentrer les discussions sur le patient dans sa globalité. Ok, merci. Gilles, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es engagé dans ce dispositif ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je vais rejoindre ce qu'a dit Marilyn. La première idée, c'est de sensibiliser les professionnels dès la formation initiale à la pluralité des perceptions. En fait, il y a la perception du professionnel, le patient a forcément aussi une perception de sa maladie, de sa situation, et aussi privilégier une approche de la personne plus qu'une approche par l'organe. Le patient, en fait, c'est une personne qui vit dans un environnement, qui a une famille, qui vit dans un contexte social, économique. Et comme l'a justement soulevé Marilyn, le fait de prendre en considération ce contexte va contribuer à une meilleure observance de la part du patient et aussi une meilleure dynamique entre le patient et le professionnel. Je ne vais pas revenir sur la complémentarité des savoirs entre le savoir académique et le savoir expérientiel, on en a déjà longuement parlé. Et l'idée aussi d'intervenir dès les GEP, c'est d'acculturer les futurs professionnels, comme Sabi, que j'ai le plaisir de revoir, à cette démarche, et à cette démarche, comme ça a été souligné tout à l'heure, tout au long de leur carrière professionnelle, cette remise en cause et la nécessité de prendre attache auprès du patient. Ok, merci. Et Sabi, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que t'as apporté la présence du patient en tant que co-animateur de groupe d'échange ? Alors, initialement, moi, il faut dire que j'étais un petit peu, j'avais pas encore participé à un groupe d'échange, mais c'est vrai que l'idée d'avoir un patient, j'étais un petit peu réticent en me disant, bon, je vais pas pouvoir m'exprimer, dire tout ce que je veux, parce que parfois, on a des avis un petit peu négatifs sur certaines situations, ou positifs d'ailleurs, mais bon, on n'a pas forcément envie de les exprimer.
Mais finalement, l'apport de Gilles dans notre groupe, ça a été un atout. Ça nous a permis en fait de voir un petit peu, d'avoir effectivement cette petite vision que nous, entre médecins, on n'a pas forcément. L'idée de la notion d'angle mort un petit peu, de ce que peut ressentir le patient par rapport à ce que nous, on lui préconise. On peut trouver ça un petit peu, on peut ne pas comprendre, pas comprendre vraiment la réaction d'un patient, pourquoi est-ce qu'il refuse de faire tel ou tel examen ou de faire tel ou tel suivi. Et c'est vrai que parfois, en fait, l'apport de Gilles, ça nous a permis vraiment de nous mettre vraiment en cause, de nous remettre vraiment en cause et donc d'améliorer un petit peu notre prise en charge avec nos futurs patients. D'accord. Marilyn, est-ce que tu souhaites rajouter des choses par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la première question sur l'apport de la présence d'un patient en tant que co-animateur? Je pense aussi que le patient enseignant apporte la connaissance sur les associations qu'on n'a pas forcément en tant que soignant. Et comme je l'ai déjà dit, qu'il aide à recentrer sur la personne plutôt que sur la maladie et aide à faire avec le patient plutôt qu'à faire à la place du patient. Voilà. D'accord. Et donc, dernier point, est-ce que vous pourriez nous donner tous les trois mots ou trois adjectifs qui résument cette expérience? Gilles, est-ce que tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais dit, puisqu'on doit s'arrêter à 3, il y en a plein, mais complémentarité, compréhension et bienveillance. D'accord. Merci. Sabi, qu'est-ce que ce serait pour toi? J'en ai mis que 3 aussi, je vais essayer de les développer un petit peu. Premier, c'est la notion de vision, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la notion d'angle mort, ce qu'on ne voit pas forcément. La notion de solution aussi, parfois, effectivement, l'apport du patient partenaire dans les GEP a permis un peu de nous donner des idées, des clés pour solutionner les différents problèmes. Et ensuite, la notion de débat, parce que même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que pense le patient, c'est important d'avoir la vision de la vraie vie, en fait, par rapport à ce que nous, on a connu, surtout nous, en tant qu'interne, on connaît beaucoup l'hôpital et pas forcément le monde ambulatoire, la vraie vie. Et c'est vrai que c'était constructif de confronter et d'opposer un peu ces idées. Et Marilyn, qu'est-ce que ce serait pour toi, ces trois mots, ces trois adjectifs? J'avais dit une expérience enrichissante. La pluridisciplinarité, puisque la pluridisciplinarité, ce n'est pas seulement les soignants, mais c'est aussi avec les patients. Et puis la bienveillance, parce que sans bienveillance, on ne peut pas faire grand-chose. Merci à vous trois. Je vous propose de rester avec nous. Je vais passer la main à Alexandre et Cathy qui, du coup, ont recensé aussi avec Pascal les questions qu'il y a pu y avoir. Et du coup, ils vont pouvoir vous interroger, approfondir un petit peu certains points. Donc, on poursuit. Il y a plusieurs questions assez intéressantes qui ont été posées. On va commencer par celle de Fabrice. Fabrice Huret, qui était là déjà ce matin et qui ont poursuivi le questionnement surtout sur le fait que justement les étudiants justement ayant été peu exposés dans leur enseignement ou dans leur cursus à des patients enseignants, ça se peut que ce que ça va provoquer, ça va générer des réflexions qui ne vont pas être exprimées tout de suite, c'est quelque chose qui va se décanter à travers le temps et qui va durer. Donc, est-ce que dans ces contextes-là, je pose la question directement aux patients là-dedans, c'est de dire, et puis pour les professionnels de voir votre réaction des étudiants par rapport à la réaction des étudiants que vous avez observée, c'est de dire à quel point il faudrait aussi aller voir en aval, après, dans d'autres activités, comment ça chemine, ce qui a été généré pendant cette activité, à quel point les réflexions que ça va susciter, ça va pouvoir être exprimé par les étudiants ou par le groupe au moment même, dans le cadre de l'activité où le patient intervient. Donc, cette question-là, sur est-ce qu'il faudrait être capable de voir ça dans le temps davantage? C'est l'intérêt des GEP, si je peux me permettre d'y répondre. Le GEP, en fait, ça s'inscrit sur la durée. C'est un semestre entier. Donc, moi, j'ai pu mesurer la progression, le mot est tout à fait mal choisi, mais l'évolution, c'est plus adapté, l'évolution du regard des praticiens par rapport aux patients et aussi leur questionnement. Et mesurer aussi combien, et ça on ne le perçoit pas quand on ne passe pas de temps à échanger avec eux, combien ils étaient impliqués et investis, ces jeunes étudiants, dans la prise en charge de leurs patients, le nombre de questions qui se posaient. Et je les ai encouragés parfois même à montrer aux patients qu'ils s'intéressaient non pas juste à la pathologie, mais aussi à beaucoup d'autres contextes. Enfin, on a eu ces échanges-là dans le groupe, c'est très positif. Je pense que Sabi, je ne sais pas ce que tu en as pu en retirer.
Effectivement, moi j'ai pu voir la progression. Il y a deux choses, hein. Il y a aussi le fait qu'au fur et à mesure du semestre, eh ben, on se connaît de plus en plus finalement, donc c'est plus facile d'exprimer des choses. Euh, et après, est-ce que finalement, je pense que dans notre groupe, après c'est très restreint, mais il n'y a pas de questions qui ont été laissées en suspens ou posées le cours d'après, hein. Je pense que ça se fait un peu naturellement, quoi. Question pour, comme on n'en voit pas d'autres qui émergent, on vous en pose directement. Question à vous trois, en fait. C'est si vous avez justement là en ligne des usagers, des patients et des professionnels qui souhaiteraient s'engager dans une dynamique de partenariat et par exemple qui sont intéressés par ce genre d'activité, qu'est-ce que vous trouvez que ça prend comme compétence? Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous avez trouvé utile dans votre expérience pour être capable d'animer ou de participer de manière intéressante à ce genre d'activité? Parce qu'il y en a qui vont s'y reconnaître, d'autres qui ne s'y reconnaissent pas. Mais qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans et qu'est-ce que vous avez trouvé utile une fois que vous étiez dedans comme compétence ou expérience? Je ne sais pas qui de nous trois se lance, alors je vais me lancer à l'eau. Comment je pense que déjà pour pouvoir, faut avoir un regard objectif et avoir du recul sur sa maladie. On n'est pas là pour parler de nous-mêmes, de faire la pleureuse ou autre chose. Moi, j'avais pas envie de faire pleurer les étudiants, les faire s'apitoyer sur mon sort, mais bien envie d'enrichir la discussion avec eux, de leur poser d'autres points de vue. Alors, on n'est pas toujours d'accord, et c'est vraiment l'intérêt. Si on était toujours d'accord, quelque part, ce serait blasant. C'est vraiment le fait de ne pas être d'accord, d'avoir des regards divergents et de pouvoir échanger sur ces regards. Mais pour ça, faut le faire en objectivité. Faut le faire en ayant la capacité d'avoir pris du recul sur soi-même, une certaine expérience de la vie avec la maladie, de l'environnement dans lequel on est. Marilyn ou Sabine, on vous laisse intervenir aussi de votre côté? Oui, alors pour les enseignants, enfin, c'est plus difficile d'être à deux à animer qu'être seul dans le sens où il faut une organisation supplémentaire, mais c'est aussi une richesse supplémentaire d'avoir le regard d'un patient. Et puis, quant aux patients, enfin, il n'y a pas... je pense effectivement, à moins d'avoir un patient enseignant qui est centré sur son problème et qui veut qu'on ne réfléchisse qu'à sa situation, dans ce cas-là, effectivement, je pense que ce n'est pas le bon lieu pour le faire, mais sinon, je pense que ça peut être que enrichissant et je ne vois pas en quoi ça serait très compliqué, en fait, puisqu'on arrive avec notre expérience, on arrive pour échanger, on a chacun un savoir, on essaie de tenir compte du savoir des autres, il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans un sens, mais qui pourraient être prises dans une autre. Donc, moi, je pense que tout le monde peut être compétent à partir du moment où on n'est pas juste centré sur son problème et qu'on peut écouter le cas clinique qui est raconté, essayer de se mettre à la place du patient en question. Voilà. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis d'accord effectivement avec Marilyn. C'est beaucoup d'écoute et effectivement ça force en fait ça force de pratiquer, hein, progressivement au fur et à mesure du semestre. Et ben on a pu échanger, avoir d'autres. Il n'y a pas forcément de compétences particulières à avoir pour pouvoir participer au lieu. En tout cas de mon point de vue. Vous voyez, il y a deux questions complémentaires. On terminera sur celle-ci. Il y en a une de Charlotte et une de Anne-Laure. La première de Charlotte, c'était comment accompagner le soignant à veiller à ce que le patient se sente suffisamment en confiance dans l'activité pédagogique pour permettre une réelle relation partenariale, pas seulement une relation passive. Donc, en fait, c'est vraiment pour trouver l'équilibre, parce que ça peut être l'inverse aussi, où le patient comprenne qu'il ne faut pas non plus qu'il prenne une trop grande position, enfin une trop grande place dans l'activité, parce que ce qu'on veut, c'est que les étudiants s'habituent au fur et à mesure et que les professionnels aussi, enseignants, s'habituent au fur et à mesure à la présence de l'un et de l'autre, donc il faut un petit peu s'apprivoiser là-dedans. Et pour celle de Anne-Laure, est-ce que vous pouvez donner qui pose la question directement à Gilles pour ça, est-ce que tu peux donner, Gilles, un exemple où tu n'étais pas en accord avec ce qui était dit soit par les étudiants, soit par tes co-animateurs, et comment tu régules ça, comment tu gères ça à ce moment-là? Je vais commencer par la deuxième, puisqu'elle m'est directement adressée. Un exemple comme ça, chaud, alors c'est celui de mardi.
en fait, où un étudiant a évoqué un cheminement clinique qu'il avait fait pour un patient, donc avec son maître de stage, et en disant finalement, on a pensé que c'était le meilleur choix pour le patient. Et du coup, là, je me suis permis de l'interpeller en disant, mais vous avez pensé, certes, mais avez-vous questionné le patient? Parce que moi, quand j'entends votre cheminement clinique, si j'avais été votre patient, pour moi, en ce qui me concerne, c'était pas le meilleur choix. J'aurais préféré le plan B que vous venez de me décrire en discutant avec moi. Donc vous voyez, c'est ces débats-là qu'on peut avoir. Alors moi, je ne suis pas là pour leur dire que c'est la bonne ou la mauvaise solution du point de vue purement médical. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas mon rôle. Par contre, mon rôle, c'est de les amener à se poser la question, est-ce que j'ai bien interpellé le patient? Est-ce que je lui ai bien tout expliqué? Est-ce que j'ai bien pris son avis avant de prendre une décision avec lui? Et parfois, ça passe par le fait de prendre conscience que le patient aurait pu avoir un avis différent. Sur la première, je vais peut-être laisser Marilyn et Sabi s'exprimer, mais je pense qu'effectivement, c'est trouver trouver un point d'équilibre qui permette à la fois aux étudiants d'échanger entre eux, parce que les étudiants, la plupart dans le débat, trouvent la solution à leurs problèmes ou à leurs questionnements en échangeant entre eux, et aussi d'échanger avec nous sans être trop prégnant dans le débat. Et de rester à sa place. En ce qui me concerne, je veille vraiment à rester à ma place dès lors qu'il s'agit d'un débat sur le côté vraiment médical, technique. Je ne suis pas légitime à intervenir, je n'ai aucune formation médicale, donc j'essaye de ne pas intervenir sur ce point-là. Moi, je me sens plus un rôle d'animateur qu'un rôle d'enseignant. Donc, de la même façon, je suis plus là pour essayer de redistribuer la parole, de faire parler les plus timides et d'essayer de voir s'il n'y a pas des avis contradictoires dans la salle et de soulever des questions plus que d'apporter des réponses. Donc, le patient partenaire ou le patient enseignant, j'ai envie de dire, il a le même rôle quand on bute sur, je pense, à un étudiant qui avait, je trouve, trop l'habitude de prendre les décisions sans jamais demander au patient, enfin, qui savait toujours mieux que tout le monde ce qui était bon pour les gens, c'était de lui dire, mais, donc toi, tu penses ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent autrement? Et s'il y en a d'autres qui pensent autrement, peut-être que... Enfin, l'idée, c'était de l'amener à se dire que peut-être qu'il y avait d'autres façons de faire que la sienne qui était, selon lui, toujours la meilleure, quoi. Je pense que effectivement tout a été dit. Je pense qu'on peut là, effectivement la notion que tu as dit tout à l'heure, c'est la notion de débat et effectivement les débats purement médicaux sur telle ou telle prescription d'examen complémentaire. Là, en général, effectivement, tu restais un petit peu en retrait, mais par contre, tu insistais beaucoup sur le fait de prendre en considération ce que pensait le patient. Et du coup, en fait, je pense que le rôle du patient partenaire, c'est aussi de comprendre que le soignant, en fait, prend pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que le soignant ne prend pas en charge un patient, mais qu'il aide le patient à se prendre en charge. Et je pense que c'est vraiment cette petite réflexion, ce petit plus que le patient partenaire peut apporter, en fait, à chaque fois dans le débat. On essaie, alors, normalement, la session est terminée pour cette la session de discussion. Mais en fait, il y a une dernière question qu'on a là. On se posait si on la prenait ou pas. Bon, on va la prendre. Vas-y, tu l'as déjà prise. C'était vraiment celle reliée à la réflexion sur l'annonce de la maladie. Est-ce que les étudiants sont préparés à cet exercice-là, au fait d'annoncer aux patients? Parce qu'on sait que c'est un des problèmes qui est souvent remonté ou qu'en tout cas communément accepté dans la société. Et que de cela, à quel point ils sont préparés. Et même, est-ce que vous, toi, en tant que patient enseignant, Gilles, est-ce que au moment où vous abordez ce sujet-là, à quel point les étudiants sont à l'aise avec le fait d'exprimer sa maladie, ce qu'on vit avec, etc. C'est à deux niveaux. Je vais peut-être laisser d'abord Sabi répondre sur le fait est-ce qu'ils sont préparés à l'annonce et puis je vais voir comment je vais pouvoir rebondir de la même manière qu'un GEP. On est en train de faire un GEP en direct. Oui, je vois ça. Moi, je pense que, en fait, non. Pour répondre assez clairement, en fait, on n'est pas préparé quand on est étudiant en médecine, qu'on passe du 2e cycle au 3e cycle, à faire l'annonce d'une maladie grave, rare ou même moins grave. Mais qu'en fait, ça s'apprend
pratiquant, en observant. Et effectivement, les GEP, là, ça a vraiment toute son utilité puisqu'en fait, c'est au cours des GEP que je me suis rendu, moi là je parle vraiment d'un point de vue personnel, que j'étais pas, que en fait il y a plein d'autres étudiants qui se posaient les mêmes questions que moi face à des situations. Et en fait, je pense que il faut effectivement une des manières de faire cette préparation, c'est d'en parler. Souvent, on en parlait entre soignants dans les services et avec les GEP et donc le patient partenaire, on peut en parler maintenant avec un point de vue non médical. Et ça, c'est intéressant. Je rejoins un peu ce que dit Sabi. Moi, j'ai la conviction de toute façon qu'il y a aussi une part d'expérience et donc ça rejoint la notion des savoirs. Il n'y a-t-il pas des savoirs qui se rencontrent? Je pense qu'on soit étudiant, qu'on soit patient, qu'on soit enseignant, on a tous des savoirs expérientiels qu'on conforte au fil des années et au fil de nos expériences. C'est faire prendre conscience aux étudiants que c'est difficile d'annoncer une maladie. On marche sur un fil, on va annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, plus ou moins grave, plus ou moins importante, avec plus ou moins de conséquences. Donc, comment on peut faire pour ménager le patient, mais aussi faire attention en tant que professionnel. Moi, je les mets souvent en garde. Ménagez-vous aussi parce que faut pas que vous en soyez non plus trop affecté. Mais en soi, moi, je suis pas sûr qu'il y ait même aujourd'hui une bonne manière d'annoncer une maladie parce que quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise nouvelle qu'on va annoncer. Donc, si on essaye de prendre en compte au maximum tous les paramètres familiaux, environnementaux, professionnels, qu'on essaye plus ou moins de les anticiper par la connaissance du patient, je ne dirais pas que ce sera plus facile, mais en tout cas, ça facilitera quand même un petit peu les choses. Merci. On va un problème de son. Simplement pour dire que donc on va devoir passer à la troisième intervention parce que le temps court, le temps file. On prend quand même les questions là, on verra si on a le temps de répondre à plusieurs en même temps à la fin. Simplement pour vous dire, oui, apparemment que Amélie et Sylvie ont un cours qui commence à 15h30, donc il faut qu'on se dépêche pour les laisser intervenir. On commence donc la troisième initiative qui est à l'IFPEC, donc à l'Institut de formation pour les étudiants en kiné. On va commencer par un petit film qui va être diffusé cette fois-ci de manière magistrale du premier coup par notre régisseur. Ça sent bien. Au début, ce dispositif, ça s'est passé quand Amélie est arrivée à l'IFPEC. Ma collègue, donc formatrice en kinésithérapie, et avec la charge de mettre en place un nouveau projet autour d'éducation thérapeutique. Elle est venue m'en parler, moi je travaille en ergothérapie. J'ai dit bingo, travaillons ensemble. C'était important, l'interdisciplinarité pour moi. Le projet, on l'a monté toutes les deux au départ sur la création de la formation à l'éducation thérapeutique pour les kinés et les ergos. Et dans l'idée de départ qu'on avait, on a lu la définition de l'éducation thérapeutique. Et la définition, c'est par et pour le patient. Et c'est en transdisciplinarité. C'est pour ça qu'on est parti directement en interdisciplinarité et avec des patients qui nous ont aidés à monter le projet. Après 2 années d'expérimentation ergo-kiné, les podos sont entrés dans le processus dans le cadre du service sanitaire et de l'EDP aussi maintenant. Quand on a construit l'éducation thérapeutique, c'était sur la dernière année de formation. Et on s'est rendu compte qu'on était déjà obligé de déconstruire les représentations de relations patient-soigné ou du rôle du patient dans le système de soins chez les futurs professionnels. Et c'est aussi pour ça qu'on a sauté sur l'occasion du service sanitaire pour commencer à déplacer vers la 2e et la 3e année de la formation. Et que cette année, on a profité de l'opportunité pour commencer dès la première année à travailler sur ces notions d'empathie et d'humanisme pour intégrer finalement ce parcours-là dès la première année et pas être obligé au bout du bout de déconstruire sur des gens qui ne sont déjà pas formés et pas professionnels. L'éducation thérapeutique du patient, c'est de la promotion à la santé pour la personne. Le service sanitaire, c'est de la promotion à la santé d'une manière plus globale.
on a souhaité lier les deux, notamment en termes de compétences psychosociales, qui sont très favorisées par le travail en interprofessionnalité. Ça permet de travailler sur un sujet qui n'est pas lié à son métier. Ce n'est pas un métier podo ou un métier kiné ou un métier ergo. On est sur un service de compétences, de développer de la prévention, quel que soit le sujet. Ça peut être de la santé sexuelle, de l'alcoolisme, enfin tout plein de sujets différents. Et donc la compétence psychosociale qu'on développe en étant tous ensemble, c'est d'apprendre à travailler ensemble en tant que professionnels de santé, de s'adapter à n'importe quel type de sujet. Donc si par exemple on est avec des enfants, si on est avec de la prévention dans le milieu scolaire ou dans le milieu du collège, du lycée, ben, ce n'est pas du tout les mêmes compétences d'écoute ou d'entretien qu'on doit avoir avec les patients, entre guillemets. Donc de travailler tous ensemble, ça développe ses compétences psychosociales. En tant que patient, tu apprends à vivre avec une maladie et justement, tu développes des compétences au fil du temps. Et le fait de partager ensuite avec des professionnels, c'est vraiment enrichissant et ça permet aux élèves étudiants en podo, en ergo ou en kinésio, justement de voir les différents stades d'apprentissage d'un patient et comment il fait au quotidien pour vivre avec sa maladie. J'ai trouvé que c'était super enrichissant parce que du coup, on apportait aussi en tant que patient un regard autre sur les étudiants, comme on peut apporter aussi avec les soignants. Là, avec les formateurs, le regard était complètement extérieur. Donc, des questions que je pouvais poser ou d'autres patients enseignants venaient interroger sur la nécessité de cet apprentissage ou pas. On commence par la co-animation et ensuite, quand on se sent prêt, on passe sur l'animation seule, quand on se sent prêt et quand on a bien connaissance du dispositif. Alors moi, je rajouterais quand on se sent prêt, mais on se bat un peu pour être en co-animation avec les patients experts quand même, parce que ça donne du concret à nos interventions. J'ai l'impression que ça casse des barrières au niveau des étudiants parce que le patient il est là avec nous et il amène du concret par rapport à nous, ce qu'on peut amener de plutôt théorique. Et quand on est dans la partie création, il y a un vrai échange, un vrai regard différent et je trouve que ça enrichit ce qu'on veut faire passer aux étudiants parce que il y a le regard du formateur, il y a le regard du patient et il y a aussi le regard des étudiants s'il y a des étudiants qui construisent avec nous aussi au même titre et pour les mêmes objectifs. Aujourd'hui, je suis patient-enseignant, mais je ne suis pas devenue patient-enseignant le jour où on m'a diagnostiqué une maladie chronique. C'est-à-dire qu'il m'a fallu beaucoup de temps. Ça m'a pris des années de pouvoir être capable de venir échanger et apporter aux étudiants. Avant, d'abord, j'étais complètement centrée sur moi. Après, je me suis ouverte aux autres. Donc, j'ai plus été dans la rencontre avec les patients et dans l'écoute. Je me suis occupée de ça. Ensuite, j'ai fait aussi du chemin, j'étais peut-être prête à aller apporter mon expérience, à aller échanger avec des professionnels de santé. Ça, c'était une seconde étape, peut-être. Et ensuite, de me dire, du coup, peut-être dans l'enseignement, partir dans l'enseignement, parler de mon expérience, pouvoir aller semer la petite graine auprès des étudiants. Et tout ça, ça demande un temps, un processus, d'acceptation de la maladie, plein de choses. Et puis, c'est faire comment on le sent, parce que parfois, on peut aussi être bousculé avec les étudiants, comme on peut être bousculé avec des professionnels de santé, tout ça. Je pense qu'il faut avoir un certain recul et être bienveillant aussi avec soi-même, parce que peut-être à certains moments, on est capable de le faire et à d'autres pas. On dit souvent qu'il faut aller voir le besoin du patient puisqu'on s'adresse aux patients dans le soin. Mais du coup, dans la formation, je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir le besoin des étudiants, puisque au final, c'est pour eux qu'on construit ça. Et on s'est aperçu qu'autour de la table, il manquait des étudiants. Et donc, cette année, on a intégré des étudiants. L'étudiant va augmenter, en fait, finalement, vous êtes la dernière pierre à l'édifice. On a commencé kiné ergo, ensuite s'est rajouté les podos, les patients étaient là dès le départ. Et donc là, on est cette année sur l'intégration des étudiants. Donc ça s'est matérialisé sur l'empathie et l'année prochaine et les futures années, normalement,
on va avoir des étudiants kiné, ergo et photo. On ne voulait pas simplement avoir des gens qui viennent compléter le tableau et parce qu'il aurait fallu et que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais c'est éthiquement et fondamentalement, on avait vraiment besoin d'eux pour co-construire ce programme. Et donc, ils ont la même place que tous les autres membres de l'équipe dans les décisions qui sont prises, dans la construction, dans l'animation. On a tous le même niveau de décision dans ce programme-là. C'est ça qui fait aussi, je pense, la force du dispositif. Construire ensemble, c'est ça la force de notre projet, parce que finalement, c'est parce qu'on est une équipe qu'on a de la force, qu'on arrive à construire ensemble et qu'on va pouvoir, avec notre intelligence collective, fabriquer quelque chose de toujours mieux. Et quand il y en a un qui n'est pas en forme, il y a les autres qui sont là pour le soutien. Et c'est ça, le construire ensemble pour tout le monde, pour les patients, pour les étudiants, pour les formateurs. Donc, l'éthique du programme, c'est une approche de promotion de la santé, une approche globale, positive et inclusive. L'originalité de ce projet, c'est la co-construction des scénarios pédagogiques avec à la fois les patients, les étudiants et les professionnels de santé, formateurs. L'enjeu de cette formation, c'est vraiment de former 222 étudiants. C'est beaucoup de 3 professions différentes, avec en plus 15 formateurs. Et le dernier point, c'est que si on est 222, c'est quand même quelque chose d'individualisé. Pour permettre cette pédagogie individualisée, malgré le grand nombre d'étudiants, nous avons choisi une pédagogie inductive par l'expérimentation pour faire vivre aux étudiants ce qu'ils feront vivre ensuite avec les patients. On est dans l'interdisciplinarité entre PEC, donc pédo ergo kiné chez les étudiants, chez les formateurs, une interdisciplinarité aussi formateurs, patients experts et étudiants. Et justement, les patients enseignants sont là pour faire un apport d'expérience partagée ou de partage d'expérience, ça dépend. Et c'est au niveau en tant que formateur, avec les pairs en tant que patients et avec les étudiants aussi. Alors, merci de nous avoir dit. On s'est donc rendu compte que pour certains, le son n'était pas de très bonne qualité. On a augmenté en cours de route. On s'excuse, la prochaine fois, on mettra ça plus fort dès le début. On a avec nous aujourd'hui 2 des participantes. On a Amélie Larget qui est là et puis Martine Boutet. Si vous êtes là, je pense que j'ai vu vos visages tout à l'heure parmi les participants. Si vous pouvez activer juste vos micros, on va pouvoir vous poser des questions. Ah, il y a Sylvie Montboussin qui est là. Sylvie aussi, oui. Ouais, je viens de voir. Vous pouvez répondre. On n'a pas eu de questions qui ont été écrites sur la partie conversation pendant la session. Si vous voulez les faire à l'oral, parce que vous étiez moins à l'aise à l'écrit, n'hésitez pas à faire, comme on l'a dit tout à l'heure, de lever la main ou d'écrire parole dans le chat pour qu'on vous donne la parole pour exprimer votre question. Ce qu'on peut vous poser comme question, c'est d'autres que par contre qu'on a eu pour les présentations précédentes. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez dit justement, Sylvie l'a dit dans son témoignage là, que c'était un petit peu, c'est pas venu tout de suite, qu'elle n'est pas devenue patiente enseignante le jour où elle a été diagnostiquée et que donc il y a des choses qu'elle a développées à travers le temps, elle a cheminé, elle a développé certaines compétences en particulier qui ne sont pas venues à travers nécessairement une formation universitaire ou une formation formelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on dit comment on se prépare à ça, comment les professionnels se préparent, comment les patients se préparent si ce n'est pas la dimension formation formelle qu'on a. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments de réflexion là-dessus? Et aussi, au passage, si on a un peu de temps, vous pourrez aussi nous expliquer pourquoi vous étiez caché derrière des tables dans la vidéo. Ça pique la curiosité de beaucoup dans la salle. Donc, je laisse répondre, Sylvie. Pour les tables? Non, pour le reste. Alors, on était cachés derrière les tables parce qu'on s'est dit comment on va respecter le 1 mètre. Voilà, donc on a fait un petit montage pour se dire, voilà, on va respecter le 1 mètre entre nous. Voilà, c'était juste pour ça. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je pense que j'ai appris, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai appris petit à petit à enseigner, à être en contact avec les professionnels de santé comme avec les formateurs. Et j'ai envie de dire que j'apprends tout le temps, tous les jours. Aussi parce que chaque professionnel de santé est différent, chaque formateur est différent. Donc, on apprend à travailler ensemble
voilà, je fais vraiment un parallèle avec le parcours de soins aussi. Quand on rencontre un professionnel de santé, on n'est pas toujours le même, enfin, ou la même en tant que patient, et le professionnel de santé n'est pas toujours le même aussi tous les jours. Et je pense que dans la formation, c'est un peu pareil. Alors, je ne sais pas, Amélie, si tu veux compléter. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, pour nous c'est un devoir d'accompagner aussi cette montée en compétences des patients enseignants ou des patients experts vers le patient enseignant. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui démarre dans la vie, qui cherche un job, s'il l'a jamais fait, il ne peut pas savoir, on ne saura jamais s'il est compétent ou pas. Et donc, il faut donner sa chance aussi aux gens qui ont envie de s'investir et qui se sentent capables. Donc en ça, on est hyper accompagnant des patients qui souhaitent s'investir dans ce dispositif-là. Le seul prérequis qu'on a, c'est qu'ils aient les 40 heures en éducation et qu'on est sur des profils de gens qui sont sur de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du partage d'expérience, mais plus sur le versant enseignant du patient expert que du partage d'expérience. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça, en tout cas, ça fait des bons croisements avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On va juste laisser la parole à Gilles. Puis on a encore un peu de temps, on continuera sur le sujet là-dessus. Gilles, tu peux prendre la parole. Pour rebondir là-dessus, sur ce que disaient Sylvie et Amélie, j'ai envie de vous dire, mais faut-il une formation? Je suis très sensible à ce qu'a évoqué Amélie, c'est plus la notion d'accompagner la montée en compétences, faciliter l'expression. C'est pas donné à tout le monde. Sylvie l'a parfaitement illustré dans son propos. Du jour au lendemain, on n'est pas formé à la pédagogie. S'exprimer devant un parterre d'étudiants, c'est pas forcément simple. On a des choses à dire. Quand on le dit autour d'un café, on est capable de le dire. Maintenant, quand on le dit devant plusieurs étudiants, c'est pas inné. Et moi, je suis très sensible à ce qu'a dit Amélie. C'est plus accompagner la montée en compétences et permettre la montée en compétences, en fait. La formation ne doit pas biaiser l'approche du patient. Il ne s'agit pas de formater le patient parce que l'intérêt, c'est justement d'avoir ce patient avec ce regard de patient, le regard de Sylvie, le regard d'autres en tant que patient, mais non en tant que professionnel. Et chose que je n'ai pas dit, c'est vrai que l'accompagnement de cette montée en compétences, on a le même regard quand ce sont des soignants formateurs qui veulent s'inscrire dans le dispositif. On les accompagne de la même manière, c'est-à-dire qu'ils commencent par de la co-animation. Quand ils n'ont pas d'expérience particulière sur ce sujet-là ou qu'on sont prioritairement au départ sur des choses de transmission de connaissances et qui sont plutôt amenés à guider et à orienter le débat. Là, comme il y a un changement de posture, on les accompagne dans ce changement de posture. Merci. On va vous poser une dernière question, qui est celle de Mireille. Après, on va passer à l'intervention de Julia Boivin, qui est juste parmi nous également. Est-ce qu'il y a un endroit où tous ces apprentissages sont formalisés? Est-ce que même vous-même, individuellement, quelque part, vous mettez ça sur papier, ou que ce soit dans des journaux professionnels, dans des projets de recherche, ou même dans des choses beaucoup plus informelles? Mais est-ce que, je pose la question quand même, est-ce que vous publiez ce genre de choses, ou est-ce que même vous gardez ça vous-même quelque part sur un papier, où vous mutualisez dans des espaces où vos collègues usagers ou professionnels puissent capitaliser là-dessus et pas recommencer à chaque fois eux-mêmes à refaire le même cheminement d'apprentissage que vous avez dû faire? En fait, on a une démarche hyper inductive. Donc, on ne s'est pas posé plein de questions. On a agi parce qu'il fallait le faire et en se reposant sur des bases éthiques et un besoin de formation. Et c'est vrai qu'on a avancé là depuis 2 ans. Et on a gardé notre recette qui a évolué tous les ans, mais la recette, elle est un peu secrète, elle a un peu évolué tous les ans. Mais là, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Je pense qu'on est prêt et je pense que ça va être un des enjeux de l'année prochaine, de communiquer et d'effectivement se poser sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on met en place et de communiquer là-dessus. Mais pour l'instant, on a avancé, on a produit, mais on n'a pas du tout communiqué là-dessus. Ouais. Alors, moi, j'écris pas dans un petit journal, mais je prends des notes à chaque fois et je pense que justement par rapport à cette expérience, un temps qui est très important, c'est le débriefing après chaque atelier.
Et là, ce qu'on fait, on fait en visio, donc c'est entre guillemets assez facile de se retrouver tous dans la salle après, dans une autre salle, et puis d'échanger. Et je crois que là, enfin, c'est un moment où moi je note des choses et où j'apprends énormément. Donc ça répond à le côté formation, donc je m'auto-forme tout le temps. Et je pense que ce côté dans l'enseignement, je ne sais pas s'il a été abordé avant, mais c'est le côté débriefing dans l'accompagnement des patients et des professionnels de soins, des formateurs professionnels de soins. Après, même s'il n'y a pas de traces qui sont disponibles aujourd'hui, on est quand même sur une... C'est-à-dire que pour que tout le monde se sente libre, on forme 220 étudiants. Et donc, on est 7 ou 8 formateurs en même temps à faire la même chose. Donc, c'est quand même assez carré. Il y a quand même une trame, il y a un cadre aux interventions qui est sécurisant pour tout le monde. Et à l'intérieur de ce cadre-là, on peut évoluer, on peut bouger dedans. Donc, il y a quand même des traces de ce qu'on fait avec des objectifs qui sont posés. Donc, ça ne repose pas que sur du vent, loin de là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas communiqué. Ce qui est intéressant pour avoir travaillé avec vous, pas plus tard que ce matin, c'est le côté sécurisant aussi du cadre. L'objectif, c'est vraiment si on arrive à un tel climat de confiance que si on est en difficulté, on n'hésite pas à dire qu'on est en difficulté sur tel ou tel point et il y a une solution collective qui est trouvée. Je ne sais pas si tu me rejoins dans ma perception. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une grande écoute de nos difficultés ou de nos facilités aussi. Et parfois, sur des scénarios pédagogiques, quand on dit moi, je préférerais faire comme ça, il y a aussi cette liberté dans le cadre. Le cadre est posé, mais il y a aussi une grande liberté, une grande sécurité. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans la co-animation parce que je pense que chacun apporte et pour d'autres raisons aussi physiques de fatigue. Et il y a une grande écoute par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on est attentif en fait à tous les membres du groupe et comme nos patients enseignants font partie du groupe, on est aussi attentif à eux qu'aux autres formateurs en fait. Il n'y a pas une règle particulière qui s'appliquerait là-dessus. En revanche, ce que je trouve qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand même l'idée que ça prend beaucoup plus de temps. Moi, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si Amélie, en tant que professionnelle, tu le sens aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps dans la préparation lorsqu'on le fait en collaboration avec un patient enseignant parce qu'il y a toute cette dynamique collaborative de partage, de souplesse à envisager. Je vous coupe juste là. Je voulais juste conclure là-dessus, Amélie, juste pour qu'on puisse après laisser le temps à Julia de présenter. Je ne sais pas si ça prend plus de temps avec un patient enseignant qu'avec un autre, avec un professionnel, un formateur. La collaboration, ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est qu'on change régulièrement et par exemple, Gilles, il est là depuis le mois de mars avec nous. Il a rejoint l'équipe depuis le mois de mars. Donc, on est encore, même si déjà, je trouve qu'on collabore super bien. Il faut apprendre à se connaître, il faut retrouver des marques à chaque fois. On est un collectif d'une grosse dizaine de formateurs, donc ça multiplie les possibilités de co-animation. Donc voilà, c'est en fonction de chacun d'être capable de travailler ensemble, ouais. Mais j'ai envie de dire pas forcément plus. Je n'ai pas l'impression que ça me prenne plus de temps avec vous qu'avec d'autres formateurs. En fait, juste pour vous donner, moi j'aime bien utiliser un exemple qui est simple, qui permet de montrer la différence entre l'efficacité et puis ce qu'on vient de jaser. C'est si vous voulez organiser une fin de semaine, un week-end avec votre conjoint, votre conjointe, vous pouvez essayer d'organiser, choisir le pays, le lieu, etc. tout seul. Ça va vachement plus vite, vachement plus efficace. La probabilité que ça soit un moment joyeux dans votre couple, de passer un week-end où vous n'avez pas du tout impliqué l'autre dans la prévision de où c'est, comment ça va se passer, etc. Peut-être que la probabilité est moins faible, est plus faible. Donc aussi, c'est de dire ça va toujours plus vite tout seul. Par contre, on construit quelque chose qui répond uniquement à ses besoins et principalement à ses besoins, même si on est bienveillant, même si on est empathique, et que l'objectif, c'est d'impliquer l'autre pour construire quelque chose qui répond le mieux possible, le plus possible aux besoins communs des deux personnes. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Juste, excuse-moi. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je pense qu'on va plus vite avec eux parce qu'en fait, ils sont en dehors de la structure. Et en fait, on voit à un moment donné que sur les structures, elle grandit aussi, la structure, par ses extérieurs. Et c'est aussi eux qui nous apportent de la fraîcheur et de l'impulsion. Et on bénéficie d'une certaine liberté d'agir qu'on n'a pas quand on est très institutionnalisé. Et aujourd'hui, la force du groupe, c'est peut-être qu'elle n'est pas complètement institutionnalisée et que du coup, on a une certaine liberté. Et ce qu'on a fait là aujourd'hui,
voilà, on l'a décidé il y a 2 mois et on le met en place assez rapidement. Et je pense que si on était très institutionnalisé, on se poserait bien plus de questions et on aurait été prêt au mois de décembre, quoi. Donc là, on a vu un besoin, on a dit banco, on y va et on le met en place. Génial. Merci pour le complément. Avant de passer juste à Julia, que je vais présenter, pour faire la transition, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la bibliographie. Est-ce qu'on allait mettre en partagé sur un site ou via une newsletter, une infolettre, des informations sur ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a comme résultat, qu'est-ce qu'on a comme évaluation de l'impact actuellement des patients enseignants sur des données, sur quel est le meilleur moyen de préparer les différents acteurs, que ce soit usagers comme professionnels. Et oui, donc, premièrement, il y a 2 biblios de qualité, 2 bibliographies de qualité qui sont en train d'être construites. La première par la Haute Autorité en Santé dans le cadre d'une recommandation nationale sur l'engagement des usagers dans les soins, l'organisation des soins, etc., mais qui a été jusqu'à interroger l'enseignement. Donc, elle va être bientôt disponible, c'est-à-dire cet été, ça devrait être publié publiquement. Et la deuxième, c'est parfait pour faire la transition avec Julia Boivin, c'est la conférence des doyens, c'est le regroupement des doyens des facultés de médecine en France ont travaillé sur un dossier où ils se posaient la question de pourquoi et comment impliquer les patients enseignants dans les études de médecine en France et qui, dans le cadre de ce travail-là, ont fait une revue de littérature également. Et donc, on a une bibliographie, des articles professionnels et académiques qui reviennent là-dessus. Donc, en plus des témoignages qu'on a vus de vive voix et les vidéos qu'on a vues, c'est ce genre d'expérience qu'on pourra vous partager. Donc, on essaye de penser actuellement à une plateforme commune. On essaye de voir quel est le meilleur moyen de faire quelque chose sur lequel l'ensemble des acteurs français du partenariat dans l'enseignement se retrouveront. Que ce ne soit pas quelque chose purement breton, etc. Donc, pour l'instant, on essaye juste de voir quel est le meilleur vecteur pour ça. Et par contre, individuellement, vous pourrez nous écrire si vous ne trouvez pas ces ressources-là. On vous les transmettra dès cet été quand elles seront disponibles. Donc là, tout de suite, Julia, je l'ai vue présente tout à l'heure. Elle est là. Parfait. Je lance l'action de ton micro. Merci d'être présent. Merci beaucoup. Je te laisserai te présenter, mais je dis justement que tu as fait partie de ce groupe de travail national essayant de faire un portrait des initiatives d'engagement des patients, des usagers dans l'enseignement et que justement vous avez essayé de formuler des recommandations pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Donc on te laisse nous parler de ces recommandations et de ce travail quand même assez significatif qui a été réalisé. Oui, merci. Juste pour revenir sur de là où je parle, du coup, sur le programme, c'était témoignage et non, ce ne sera pas un témoignage. Moi, j'interviens en tant que… j'ai travaillé sur ce groupe de travail en tant que professionnel d'une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux située à Lyon, qui s'appelle Odinéo et qui donc gère 31 établissements et services pour des personnes avec un handicap neuromoteur. Voilà, donc moi je suis chargée de mission sur l'autodétermination et la pérédance et c'est en lien avec un partenariat patient qu'on a pensé cette collaboration dans le groupe de travail. J'ai aussi une casquette d'indépendante où je suis consultante formatrice. Donc, dans ce cadre-là, je suis aussi intervenue à la faculté de médecine de Lyon voilà, sur des conférences à destination des étudiants. Voilà, et donc là, aujourd'hui, je parle non pas de ce que je pense personnellement du travail qu'on a mené, mais je porte la parole de ce groupe de travail qui était composé donc de Philippe Doriel, Nicolas Le Chaupier et Sébastien Villard et dont j'ai oublié un nom que je retrouverai, donc 2 étudiants en médecine voilà, et Nicolas Le Chaupier qui dirige le dispositif PACTEM sur la faculté de médecine de Lyon. Donc PACTEM, passion, acteur de l'enseignement en médecine à Lyon, donc qui organise justement les interventions de patients dans les modules de formation. Philippe Dorian, qui est
en lien avec la conférence des doyens et qui est gynécologue et qui travaille sur la faculté de Strasbourg. Donc, à nous nous est revenue cette tâche assez importante de la question, c'était pas pourquoi le faire, parce que je pense qu'on est tous assez convaincus de l'apport des patients dans l'enseignement de médecine. Par contre, on voit que c'est encore du mal à se faire, que le cadre n'est pas souvent posé assez clairement et qu'il y a certaines facultés qui sont plus à la traîne que d'autres. Donc, l'idée, c'était de voir quelles recommandations on pouvait faire pour justement étayer ce cadre et voir. Je pense qu'on n'arrivera pas à quelque chose de très homogène parce que ça dépend des régions, mais en tout cas des préconisations, des recommandations pour améliorer cette participation et cette présence dans les facultés de médecine. Et donc, j'aurais pas le temps de revenir sur chaque recommandation, malheureusement, mais par contre, je pense qu'on peut distinguer assez facilement trois grands chapeaux et qui du coup recoupent des sous-thèmes ensuite. Il y a le grand chapeau du recrutement. En fait, la question, c'est où on trouve ces patients, où on trouve ces personnes qui ont envie de participer dans les facultés de médecine. Et là, on a vu tout l'intérêt pour les facultés de médecine de se servir du bassin de vie où elles étaient, puisque forcément, il y a des associations de patients. Il y a aussi des associations gestionnaires qui ont du coup un vivier de personnes un peu à disposition. Moi, là, je parle plus de mon côté médico-social, mais dans le médico-social, on va travailler beaucoup cette question de pérédance et de transmission des savoirs expérientiels et de valorisation de son expérience de vie avec un handicap. Donc, du coup, c'est une occasion de retravailler ces frontières sanitaires, médico-sociales, pour en fait, les personnes handicapées, c'est souvent des usagers du sanitaire. Donc, du coup, elles ont aussi une expérience intéressante à partager. Donc, du coup, se servir vraiment du vivier d'associations et de contacts qu'on a en local. Et ça permet d'ailleurs aux étudiants de découvrir des lieux, des possibles lieux d'exercice du travail, des lieux de stage. Donc, en fait, la faculté et les associations ou associations de patients ou gestionnaires, ils gagnent aussi parce qu'elles se découvrent l'un l'autre et qu'on repense les liens entre sanitaire, médico-social et social. Donc, il y a vraiment, nous, on a axé sur les nouveaux partenariats à créer pour les facultés de médecine pour aller chercher et être un peu proactive dans le fait d'aller chercher des patients, des personnes volontaires. On a aussi un deuxième grand chapeau qu'on a mis au jour, c'est le niveau d'implication des patients dans les contenus de formation. Et de se dire que, en fait, il faut faire exister différentes formes d'intervention, différents types d'implication pour aussi coller avec les personnes, les patients qui interviennent et qui ne sont pas
peut-être tous très à l'aise pour parler devant 200 étudiants dans un amphi, mais qui par contre, sur des stages, des rencontres en établissement en 1 pour 1 ou 1 pour 3, seront beaucoup plus à l'aise pour exprimer ce qu'ils vivent et faire part de leur savoir expérientiel. Donc, ces niveaux d'implication, ils peuvent aussi se penser en lien avec le cursus des années d'études. L'idée, c'est ne pas faire encore un peu à Lyon, on mise tout sur la 2e année. On mise tout sur la présence de patients à la 2e année et puis après ça s'étiole un peu. Et donc c'est essayer de penser des interventions et des formes d'intervention en lien avec la progression des années d'études et donc des besoins qui deviennent différents des étudiants en médecine. Donc, il y a penser différents rôles du patient, différentes formes d'intervention, comme on l'a vu dans les exemples précédents où voilà, les patients interviennent de façon différente auprès des étudiants. Cette question elle est en lien avec un 3e chapeau qui est celui de la formation. La formation des patients. On est assez convaincu qu'il faut une certaine préparation avant d'intervenir de quelque forme que ce soit. Et en fait, de penser la formation en fonction des interventions. Parce que du coup, on a des diplômes de patients experts qui sont très riches et très porteurs, mais qui excluent, par exemple, la question des personnes en situation de handicap. Nous, les personnes qu'on accompagne à l'association, par exemple, la majorité ne sait ni lire ni écrire. Donc, du coup, écrire un mémoire, ça va poser 2-3 petits soucis. Donc, et pourtant, elles ont des choses à dire. Pourtant, elles peuvent transmettre leur expérience de vie dans un milieu de vie qui est assez particulier, à domicile ou en établissement. Donc, du coup, c'est ne pas se fermer sur une formation qui existerait, mais être assez large pour trouver plein de profils différents. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a une nécessité de préparation en amont. Il y a une nécessité aussi de penser la rémunération de ces interventions pour assurer une certaine pérennité, ne pas compter que sur les personnes retraitées qui font ça, heureusement, bénévolement, et on les en remercie. Mais les jeunes, maintenant aussi pour avoir un public divers de patients, voilà, la question de la rémunération, on la pose un peu, voilà. Et comme soutien à la reconnaissance aussi. Donc, en conclusion, on a ces 3 grands chapeaux. Donc, recrutement, implication et formation. De toute façon, on sait que ces interventions sont nécessaires. Ça, on n'y revient pas. Il faut vraiment penser un cadre aussi parce qu'on sait et on a vu que ça peut être dévié aussi, que c'est pas anodin d'amener un patient en face d'étudiants pour parler de son expérience de soins qui est assez intime. Donc, il y a la question de l'intimité qui se pose aussi de jusqu'où je vais. Et est-ce que je peux dire non alors que est-ce que je peux passer des événements sous silence alors que je suis censée former les autres et du coup aider les autres. Donc c'est effectivement penser un cadre pour éviter que ce soit
un peu comme David Le Breton l'écrivait dans son ouvrage sur anthropologie du corps et modernité, qu'on tombe dans il y a un côté, une injonction à la transparence où les soignants voudraient absolument tout savoir et tout voir de l'expérimentation du corps. Voilà. Et est-ce que penser quand même cette place de l'intimité dans les interventions, parce que c'est pas hyper facile de se mettre volontairement et consciemment en face de professionnels du soin quand on a un vécu de patient. Donc, ça nécessite une vraie préparation selon nous. Et après, pourquoi pas une formation pour monter en compétences. Voilà ce que je pouvais dire de ces recommandations qui ne sont pas encore sorties à cause du Covid, mais qui vont sortir à un moment. Voilà. En tout cas, qu'on attend beaucoup parce que pour plusieurs d'entre nous, des fois, on en connaissait certains qui étaient sur la communication qui commençaient à nous en parler. Ça nous intéressait beaucoup et c'est surtout que pour aller voir l'Agence régionale de santé, les doyens, les directeurs de département pour justement asseoir les demandes de financement, de structuration, de l'accompagnement des professionnels, ça va vraiment nous aider. Donc, on a vraiment hâte d'avoir ce document aussi là pour que ça nous appuie, que ça donne une certaine crédibilité au mouvement. J'ai 2 questions. Déjà, merci. Merci beaucoup, Julia, pour ça. Bravo pour ton engagement, parce que c'était quand même un travail exigeant. Et merci de nous le partager comme ça avec générosité. Et puis, j'ai 2 questions pour toi. La première, comme je n'en vois pas, c'est à la faculté ou dans les organisations de formation. Oui, je vois la réponse de Pascal Jardin là-dessus. Les 2 questions que j'avais. C'est une question là-dessus. À la faculté ou dans les organisations de formation? OK. Alors, une des questions, est-ce que le support méthode, voulant dire, est-ce que l'accompagnement à la méthode de co-construction des activités d'enseignement est abordé dans les recommandations explicitement? Est-ce qu'on encourage les facultés ou instituts de formation à dire accompagnez-vous, en tout cas adjoignez-vous les services d'un soutien méthode? Oui, en tout cas, nous, on recommande, on n'est pas... L'idée, c'était pas non plus de nous tomber dans une injonction là. Donc, nous, on a en tout cas conseillé et recommandé que vraiment il y ait des réunions de travail pour penser en amont. Alors, on peut craindre une perte de temps, mais je pense que vraiment, c'est important de savoir, que les universités soient au clair sur pourquoi elles font ça. Parce que si c'est pour saupoudrer et mettre un peu de pathos et dire oh là là, oui, vous prenez soin de ces gens-là et heureusement que vous êtes là, bon, les médecins, les ergots, parce que sinon on serait perdu. Non, c'est pas le but. Donc vraiment, c'est avant de partir un peu tête baissée dans on va faire intervenir des patients, c'est se dire ok, quelles sont les forces vives sur mon territoire et sur quoi je peux compter dans mon territoire et qu'est-ce que aussi les personnes peuvent apporter en fait. Et la construction, elle démarre là de dire nous on a besoin de ça, mais vous avez aussi peut-être des choses à nous apporter auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, voilà, ça commence à partir de là. Et donc, on recommande très fortement des réunions de travail efficientes et efficaces, forcément. Est-ce qu'il y a donc c'est un questionnement qu'il y a. Est-ce que dans cette façon dont vous avez travaillé, est-ce que vous vous positionnez sur certains modèles? Est-ce que vous considérez, par exemple, vous dites ce niveau d'engagement des patients plus important, par exemple le partenariat versus information, vous voyez les niveaux plus bas. Est-ce que vous vous positionnez là-dedans? Parce que c'est un questionnement qui s'est fait à la HAS aussi sur la recommandation nationale, qui était de dire est-ce qu'il vaut mieux être neutre et dire voici tous les niveaux d'engagement, puis on vous encourage à aller là-dedans. Où est-ce qu'on se positionne en disant on vise d'abord le partenariat, c'est le mode qui permet davantage d'être dans la démocratie en santé, d'avoir le plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est la question du positionnement versus de dire on fait une cartographie. Je vous laisse déjà répondre à celle-là.
Là, c'est plus une cartographie parce que, encore une fois, on sait combien les territoires sont pas du tout homogènes sur la question et qu'on n'a pas envie que des territoires se sentent un peu exclus déjà en disant non mais on n'y arrivera jamais, c'est même pas la peine qu'on essaye. Donc on est plutôt dans une proposition de voilà ce qui est possible de faire. Et encore une fois, c'est toujours en ayant une idée de voilà ce qui est possible de faire en fonction des forces vives que j'ai. Parce qu'on va peut-être pas demander la même chose à, je sais pas, des personnes en situation de handicap avec un handicap neuromoteur et des patients avec une maladie chronique type cancer. Donc, c'est vraiment de dire, là, je pense qu'on n'est pas assez mature, en tout cas en France, pour recommander un type de participation. On n'est pas encore assez mature sur un sujet. Chacun fait, c'est un peu, mais chacun, du coup, la recommandation, s'est dit que là, chacun pouvait partir de là où il en était, en sachant qu'il y avait une progression et que ça pouvait changer, évoluer au cours du temps et des personnes qui s'investissaient. Une dernière question pour vous. Il y a deux grands courants pour l'instant qu'on voit en tout cas dans l'engagement des patients dans l'enseignement. Il y en a un qui est vraiment basé sur la légitimité, et en disant de toute façon, impliquer des patients, c'est la démocratie en santé, il faut que les acteurs concernés y participent, parce qu'en fait, ils sont concernés par les décisions et les comportements qui vont être créés par cet enseignement, donc ils devraient participer à la réflexion, à l'évaluation, à la réalisation de ça. Et il y en a une autre qui est basée davantage sur les compétences en disant c'est pas uniquement parce qu'ils sont patients, c'est dire c'est parce que c'est des patients qui ont une expérience significative de la vie avec la maladie, ils ont des savoirs, ils ont des compétences, et donc on doit les mobiliser à partir de cette légitimité-là qui est un peu utilitariste au sens large, qui est de dire ils ont des compétences pertinentes pédagogiquement, on devrait les mobiliser pour faire des meilleurs médecins, faire des meilleurs podologues, faire des meilleures infirmières. Donc est-ce que vous, dans cette recommandation-là, est-ce qu'il y a eu un positionnement un peu philosophique ou éthique ou pédagogique par rapport à ça, en se disant est-ce qu'on est plus dans la démocratie en santé ou plus dans une approche pédagogique, souvent où on est très approche par compétences? Eh bien, nous, on s'est positionné plus sur... je pense que les deux volets ne sont pas si éloignés que ça. L'idée, nous, qu'on a envie aussi de faire passer, et qu'on voit très bien quand on fait des interventions auprès d'étudiants, c'est justement de dépasser la personne intervient parce qu'elle est patiente. Non, la personne intervient parce qu'elle a des choses à dire et que sa maladie ou son trouble ne la définit pas et qu'elle va pouvoir nous donner l'expérience de toute une vie, en fait. Et que la question par exemple, nous, on n'aurait pas trop dit, le risque, ça peut être ça, qu'on fasse intervenir des patients pour parler de leur maladie spécifiquement. Et moi, je pense que quand on est... alors là, pour le coup, c'est plus mon avis personnel. Quand on est patient, on peut parler on peut élargir la question à des concepts qui se recoupent si on a un cancer ou si on est handicapé. Ou, voilà, il y a la question de l'infantilisation, du sentiment d'infantilisation, sentiment du manque de reconnaissance, de la domination du savoir médical sur le savoir expérientiel. Et donc, moi, il me semble que là où on aura gagné, c'est qu'à la fin, on ne fera plus intervenir un patient parce qu'il est patient, on fera intervenir un expert parce qu'il a développé des connaissances sur d'autres choses que ces maladies qui peuvent être un peu objectivables, en fait. Parce que le risque, c'est toujours de dire oui, bah, pour lui, d'accord, mais en fait, ça ne colle pas du tout avec les personnes qu'on accompagne. Oui, mais du coup, tout l'enjeu, c'est de dépasser ça et d'arriver à quelque chose d'objectif et de transposable dans d'autres situations.
Et en même temps, on voit bien que sur des interventions de patients, par exemple dans les modules sur le diabète, c'est hyper intéressant d'avoir une personne diabétique pour en parler. Donc voilà, donc je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut du très spécifique et puis du un peu général pour penser la relation soignant-soigné. Merci vraiment, vraiment beaucoup, Julia. Je laisse ma collègue Cathy qui va un petit peu faire la synthèse. En tout cas, conclure. On va pas faire la synthèse, on va conclure. En tous les cas, merci beaucoup. C'était une journée très riche et d'enseignement à la fois pour les patients, les usagers, les professionnels. Vraiment avec ces partages d'expériences et des présentations tout au long de la journée. Donc, nous vous avons invité à laisser en marge dans un lien qui vous a été transmis dans la fenêtre de conversation pour laisser vos coordonnées, pour qu'on puisse vous adresser effectivement les diaporamas, les liens pour peut-être avoir les films, peut-être pas, non, on verra, un certain nombre de documents voilà, que vous avez souhaité recevoir. Cette journée est annuelle, donc nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Et avant, c'est vrai que ce groupe de travail formé par patients enseignants dans les études de santé, on va dire sur Rennes et au-delà, est composé d'un groupe de travail continu avec un groupe, une communauté. On cherche encore à formaliser au niveau des noms un comité stratégique, une communauté de patients. On travaille aussi un comité opérationnel. On travaille aussi à établir tout ce que c'est dit dans la journée aussi sur les rémunérations, comment ça se passe, comment on recrute, est-ce qu'il faut des compétences particulières, est-ce qu'il faut se former à, est-ce que les professionnels doivent se former à intervenir en binôme avec des patients, enfin avec tous ces sujets. Donc, c'est des sujets qui sont portés donc, par ces communautés de pratique. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé à la rejoindre, à laisser aussi vos coordonnées, hein, et notamment aussi sur la communauté de patients. Et puis, nous nous remettons aussi en ordre de marche. Et aussi, pour rémunérer les patients, c'est aussi chercher nos financements. Donc, on est à pied d'œuvre sur tous ces sujets. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller par nos différentes structures présentées aussi au cours de la journée si vous avez d'autres questions et par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, avec à nouveau tous les remerciements du groupe et vous souhaitons une bonne fin d'après-midi, sauf si mes collègues souhaitent compléter. Il semblerait que c'est bon. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci. Passez une bonne soirée. Bye bye.